Bon, là, par contre, on va commencer. Donc, notre ordre du jour appelle la fin de l'examen des missions de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023. On examine ce soir les missions pouvoir public, gestion des finances publiques et transformation et fonctions publiques, crédits non répartis. Nous commençons avec la mission pouvoir public et je donne la parole à Marianne Maximi pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je vais vous présenter les crédits de la mission pouvoir public tels qu'établis par le projet de loi de finances. Alors, je voudrais dire en préambule qu'il s'agit d'un exercice d'équilibriste, car on parle de dotation des pouvoirs publics constitutionnels. Alors, je m'explique. D'un côté, la séparation des pouvoirs se traduit par le principe d'autonomie quant à l'utilisation de leur dotation. Par exemple, il n'y a pas d'indicateur de performance. Et ce sont les autorités elles-mêmes qui demandent leur crédit au gouvernement après avoir établi leur budget. De l'autre, un vote des parlementaires sur le budget de ces institutions qui justifie de s'y intéresser, sachant que ces budgets sont bien des données publiques accessibles à tous les citoyens. Notre travail et mon travail est l'occasion de renforcer la transparence et l'information de tous. Cette année, les crédits devraient progresser de 2,76%. Toutes les dotations, sauf celle de la Cour de justice de la République, sont en progression. La dotation de la présidence de la République serait portée à 110,5 millions d'euros, ce qui correspond à une progression de 4,9% par rapport à la LFI 2022, hausse la plus importante enregistrée sur la mission pouvoir public. Le budget prévisionnel s'établit quant à lui à 114,4 millions d'euros, soit une augmentation de 4,7% par rapport à 2022. Le prélèvement sur disponibilité s'élèverait à 2,4 millions d'euros. Alors, le contexte inflationniste, je cite, ainsi que les mesures structurelles affectant les dépenses de personnel sont invoquées à l'appui de cette demande d'augmentation de dotation. Les dépenses de personnel représentent le premier poste de dépense. L'enveloppe fonctionnement est également prévue en hausse, et là je cite encore, en raison de la reprise intense de l'activité ainsi que des effets notables de l'inflation. Les déplacements présidentiels sont également prévus en hausse, à savoir 6,7%. Alors moi, je m'étonne de lire cette argumentation dans la demande de dotation de la présidence de la République quand on sait ce qui est répondu à d'autres institutions et collectivités qui invoquent les mêmes facteurs externes pour obtenir des crédits supplémentaires. Alors, j'en viens aux autres dotations. La dotation demandée par le Conseil constitutionnel pour 2022 s'élève à 13,3 millions d'euros. La baisse de 16,71% s'explique par l'impact des activités particulières du Conseil constitutionnel, juge électoral, en 2022 sur son budget. La dotation demandée par la Cour de justice de la République serait inchangée par rapport à 2022, soit 984 000 euros. Pourtant, on connaît l'actualité chargée de la Cour de justice de la République. Pour ce qui est des assemblées, je vais commencer rapidement par parler du Sénat. Rapidement parce que vous connaissez l'usage, le rapporteur spécial de l'Assemblée n'entre traditionnellement pas dans le détail. Le Sénat présente également une dotation en hausse, une hausse de 2,28% dans un contexte d'élections sénatoriales prévues en 2023 qui se traduiront par une augmentation des charges de fonctionnement. Concernant les crédits de l'Assemblée nationale, la demande de dotation est en hausse pour la deuxième année consécutive après 15 ans de dotation non réévaluée. Le montant de la dotation sollicitée s'établit à 571 millions d'euros, en hausse de 3,35% par rapport à l'année 2022. Le budget prévisionnel pour 2023 est de 599,6 millions d'euros, en retrait de 1,5% par rapport à 2022, en raison d'un pic de dépenses enregistré en 2022 dû au renouvellement de l'Assemblée nationale. Alors, si l'on compare ce montant à celui exécuté en 2022, les dépenses prévues en 2023 sont en hausse de 7,5%. Le prélèvement sur recettes s'établirait à 1,9 million d'euros. La dotation demandée pour l'année 2023 prend acte d'un indispensable rattrapage au regard de la progression de l'inflation et des divers coûts de fonctionnement. La dotation ayant d'ailleurs été gelée en 2007, puis réduite à 517,9 millions d'euros en 2012 et restée inchangée jusqu'à 2022. Les crédits pour charges parlementaires sont prévus en baisse de 2,8% par rapport au montant prévisionnel pour 2022, eu égard aux dépenses exceptionnelles liées au renouvellement de l'Assemblée financées en 2022. Les charges de personnel devraient en revanche connaître une augmentation de 4,3% en raison de la progression du coût des personnels contractuels de 35,2%. Cela correspond à un effectif prévisionnel de 558 fonctionnaires et de 419 agents contractuels en 2023.
Alors, au-delà de l'exercice du projet de loi finance, j'ai demandé aussi aux questeurs un certain nombre d'informations sur la sous-traitance, les contrats passés auprès d'entreprises extérieures, sur les opérations externalisées et sur les recours aux contrats précaires, telles les missions d'intérim. Mais j'avoue évidemment ne pas avoir été convaincue par les réponses. Ces remarques étant faites, je vous invite, mes chers collègues, à ne pas voter les crédits de la mission Pouvoirs publics. Merci, Madame Maximi. On passe à l'amendement 898, Monsieur Porte ou quelqu'un d'autre. Défendu. Madame la rapporteure. Avis favorable. C'est une demande, de transfert de crédit de la présidence de la République au profit de l'Assemblée nationale à hauteur de 5 millions d'euros. Mathieu Lefebvre. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Non, mais simplement pour pas qu'il y ait de polémique sur ce sujet, les déplacements présidentiels ils sont en hausse de 1 million d'euros, sauf erreur, mais c'est la prise en compte de 3 facteurs. Il y a d'abord l'effet de l'inflation, deuxièmement le taux de change avec le dollar, et par ailleurs l'augmentation de l'activité diplomatique liée au contexte de guerre en Ukraine que chacun et chacune peut, je crois, comprendre. D'accord, je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 1147, Madame Caramanli. Ce sera moi, Monsieur le Président. Monsieur Boulou. Oui, il s'agit d'un transfert de moyens en retirant à la présidence de la République et en mettant vers le Conseil constitutionnel. Mais non, monsieur. Il est constaté que le budget de l'Élysée augmente quand même confortablement et il nous semble possible de faire un transfert alors que le Conseil constitutionnel, lui, voit ses moyens évoluer et sa dotation baisser. Donc cet amendement propose de transférer la somme de 10 459 700 €. Merci. Si ça lui permet de prendre des meilleures décisions sur le RIP, c'est une blague. Madame la rapporteure. Oui, effectivement, sur la question du Conseil constitutionnel, on voit évidemment une augmentation très très importante, notamment des questions prioritaires de constitutionnalité. Pour rappel, juste 2 chiffres, en 2000, on en était sur les nombres de décisions prises à 41, et en 2021, nous sommes à 149 décisions prises. Donc il y a effectivement une hausse de l'activité très importante du Conseil constitutionnel, donc avis favorable. Monsieur le... Oui, un contre. Vous oubliez de préciser, Madame la rapporteure, que le Conseil constitutionnel dispose de liquidités importantes et que par conséquent, augmenter les crédits ne trouve pas sa justification. Merci Madame Lemoine. Monsieur Bompard. Oui, pour défendre cet amendement, je rappelle que le budget de la présidence de la République est supérieur de 6 millions à ce qu'il était en 2017 et qu'à l'inverse, le Conseil constitutionnel assume des missions supplémentaires depuis la réforme constitutionnelle de 2008, et pourtant ces crédits diminuent. Donc ce serait, je crois, nécessaire de se défendre cette réaffectation de crédits. Merci. On passe au vote. Qui est pour? C'est le même vote que tout à l'heure, je suppose. Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 1065 de la rapporteure. Oui, c'est un amendement qui vous propose de transférer 15 millions d'euros du programme de la présidence de la République vers la création d'un nouveau programme concernant l'augmentation des salaires pour les sous-traitants des institutions des pouvoirs publics. C'est un amendement où on souhaite attirer l'attention, où je souhaite attirer votre attention sur la rémunération des personnels embauchés par des entreprises extérieures, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi à la présidence de la République, et attirer l'attention sur les salaires de ces personnels, en particulier les entreprises de nettoyage et de services qui restent évidemment insuffisants au regard de l'importance de leurs tâches et de la pénibilité des métiers. Et j'attirerai une nouvelle fois votre attention sur la question de l'exemplarité de nos institutions au niveau des salaires et des conditions de travail. Donc c'est un amendement qui vous propose un transfert et la création d'un nouveau programme. Merci beaucoup. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit là d'un marché conclu, sauf erreur, en décembre 2019. Et il me semble que toutes les garanties ont été prises pour répondre
aux exigences qu'évoque Madame Maximi, aussi bien en termes de formation des salariés que d'horaires adaptés en matière de salaire. Donc il ne me paraît pas nécessaire de revoir à la baisse les crédits de la présidence de la République à cette fin. Et par ailleurs, je voudrais simplement rappeler que 6 millions d'euros depuis 2017, c'est une progression, somme toute, assez raisonnable par rapport à d'autres missions. Et je crois qu'on peut, quoi qu'on pense chacune et chacun du président de la République, saluer le fait que l'évolution de ces crédits, elle est raisonnable, et saluer également le fait que depuis le président Sarkozy, on est capable de retracer les crédits de la présidence de la République. Monsieur Bompard. Oui, non, juste pour bien évidemment soutenir cet amendement. D'abord dire que quelles que soient les clauses qui figurent dans les différents contrats, je pense qu'il y a un consensus assez large sur ces bancs sur le fait que les salaires des sous-traitants des institutions publiques sont trop faibles et donc qu'il y a besoin de les augmenter. C'est la proposition de cet amendement. Pour le reste, dire qu'un budget qui est en progression de 6 millions est le signe d'une sobriété ou d'une rationalisation des dépenses de la présidence de la République, comme vous l'avez dit tout à l'heure, me semble assez choquant. Moi, j'avais cru comprendre que c'était la fin de l'abondance. Merci. Vous vouliez dire quelque chose, Madame la rapporteure ? Moi, je voulais juste rajouter que les arguments donnés par la présidence de la République lors des auditions sont des arguments que l'on pourrait entendre si on ne répondait pas le contraire justement aux collectivités et à d'autres secteurs qui demandent justement un soutien financier au vu du contexte dans lequel nous sommes sur la question énergétique, par exemple. L'Élysée est au fioul et donc effectivement la facture augmente. Et quand on parle justement de l'aide que demande l'Élysée de manière un peu exceptionnelle cette année parce que face à cette inflation, moi je vois un décalage avec ce qui est répondu aux collectivités et avec ce qui n'est pas fait justement pour accompagner les collectivités dans cette période d'inflation. Je rappellerai juste, pour compenser l'inflation pour les collectivités, il aurait fallu par exemple donner 1,25 milliard d'euros pour arriver à compenser de la même manière. Non, j'ai eu un pour, un contre, c'est bon. On passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. On passe à l'amendement suivant, 1066, Madame Maximi. Oui, c'est un amendement de repli sur le même sujet. C'est un amendement qui vous propose de transférer 8 millions d'euros du programme de la présidence de la République dans un nouveau programme, augmentation des salaires pour les femmes de ménage des institutions des pouvoirs publics. C'est un amendement qui fait lien avec un combat mené par notre collègue François Ruffin, qui a beaucoup travaillé sur la question des femmes de ménage, notamment de l'Assemblée, qui a d'ailleurs obtenu grâce à ça le fait qu'elles aient un 13e mois. Mais néanmoins, ce n'est pas évidemment suffisant pour que leur métier soit correctement rémunéré à la hauteur de la pénibilité, je le redis, et de l'invisibilité qu'elles vivent au quotidien. Donc, de manière exemplaire, il pourrait être intéressant que l'Assemblée accepte cet amendement. Merci, Monsieur Cazenave. Oui, non, revenir sur l'argument de la rapporteure qui justifie le fait qu'elle ne soutient pas le budget de la présidence de la République parce qu'elle y voit un décalage avec ce que nous faisons vis-à-vis des collectivités territoriales. Rappelez d'une part le filet de sécurité qui a été voté ici même et pour 2022 et 2023, l'augmentation pour la première fois de la dotation globale de fonctionnement et surtout la grande différence entre les collectivités et la présidence de la République, c'est la recette fiscale. Et je rappelle par exemple l'augmentation des bases foncières de plus de 6% pour l'année prochaine et ça, ce n'est pas le cas de la présidence de la République. De mémoire, l'amendement sur le filet de sécurité n'a pas été voté ici, il a été déposé ensuite en séance. Et il n'a pas été voté du coup. Merci. Quelqu'un est contre, enfin pour, pardon, parce que j'ai eu un contre. Madame Dufour. Madame Leduc, pardon. Non ? Ok. On passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. On passe à l'amendement 1067. Donc un amendement sur un autre sujet, un amendement que j'ai parlé dans mon introduction sur la question de la transparence et de rendre accessibles des données publiques.
Et donc c'est un amendement qui vous propose de transférer 1 million d'euros du programme, encore une fois, de la présidence de la République, vers un programme, la création d'un programme transparence de la vie publique. Beaucoup de journalistes, mais moi aussi dans le cadre de mes auditions, avant demandé à avoir accès à certaines données, à certains documents, pour à la fois mener moi mon rapport spécial, mais aussi pour que les journalistes puissent travailler sur des sujets et expliquer à la population quels sont les enjeux aujourd'hui. Et la réponse qui est souvent faite, notamment par l'Élysée, c'est qu'il y a un manque de personnel pour traiter ces demandes, et voilà pourquoi nous n'avons pas accès, par exemple, aux chiffres des cabinets de conseil ou d'autres questions qui ont pu être posées, hein. Notamment, il y a un article du Monde qui en a très bien parlé. Et donc, pour accompagner et aider la présidence, nous vous proposons de transférer ces 1 million d'euros pour pouvoir avoir plus de moyens pour répondre à ces questions. Merci. Monsieur Lefebvre. Les demandes qui viennent pour la plupart du temps des journalistes sont examinées chacune une par une, comme ça peut être le cas dans l'ensemble des ministères. Il y a beaucoup de demandes CADA qui arrivent. Mais simplement, elles doivent respecter plusieurs choses. Un, la capacité qu'a la présidence de la République à transmettre les informations, et bien souvent, quand elle le peut, elle le fait. Et deuxièmement, respecter aussi la séparation des pouvoirs et l'immunité juridictionnelle du président de la République. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire sur un sujet aussi important qu'il y a une forme d'opacité. C'est dans le fond ce que votre amendement semble reprocher. Pour avoir traité de ces sujets dans un cabinet ministériel, chaque demande qui émane de la part d'un journaliste ou chaque demande CADA, qui est une juridiction indépendante, est traitée avec le plus de célérité et de rigueur possible. Donc vraiment, n'y voyez pas malice si certaines demandes sont refusées. Si elles le sont légitimement, et ça fait l'objet d'un contradictoire par ailleurs ensuite avec la CADA. Vous voulez répondre? Allez-y. Je vais répondre, mais c'est vous qui voyez de la malice dans mon amendement. Au contraire, moi, justement, nous partons de ce que nous avons eu comme information, à savoir qu'il y a peu ou pas assez de moyens pour traiter ces demandes qui sont pourtant légitimes et qui font partie de la transparence de la vie publique et politique. Et donc, pour aider à créer des nouveaux moyens, c'est l'objet de cet amendement. Nous n'avons pas parlé d'opacité. On les transfère. Merci. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Merci. On va passer maintenant aux avis de groupe. J'ai compris que la position de la rapporteure spéciale sur les crédits de la mission était défavorable, c'est ça? D'accord. La parole au groupe Renaissance. Qui parle pour le groupe Renaissance? Monsieur Lefebvre. Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe Renaissance est favorable à ces crédits qui, de toute façon, respectent l'indépendance des pouvoirs, et nous n'avons pas de capacité de modification de ces crédits. Et encore une fois, sur la présidence de la République, je veux rappeler que 6 millions d'euros en plus depuis 2017, c'est pas l'abondance, Monsieur Bompard, c'est une évolution raisonnable et raisonnée des dépenses qui, par ailleurs, tiennent compte d'une activité diplomatique que chacun pourra comprendre combien elle est intense en cette période de guerre que nous connaissons. Merci. Pour le Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, on rejoint les observations de la rapporteure sur le budget de la présidence de la République. Pas d'observation, en revanche, sur les autres institutions, ce qui nous conduira donc à une abstention sur cette mission. Monsieur Bompard. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, nous soutenons également l'avis exprimé par notre collègue Marianne Maximi. Juste dire à Monsieur Lefebvre que je n'ai pas dit que c'était l'abondance. J'ai dit qu'il me semblait avoir entendu que c'était la fin de l'abondance. Et derrière cette formule sur la fin de l'abondance, il me semble qu'il y avait une volonté exprimée au plus haut sommet de l'État de faire en sorte désormais d'avoir des politiques de sobriété énergétique, de demander aux Françaises et aux Français de faire un certain nombre de sacrifices, notamment pour faire face à l'urgence climatique. Et donc, il me semble que c'est la moindre des choses que ces sacrifices soient assumés aussi au plus haut niveau de l'État et donc dans le budget de la présidence de la République. Merci. Les Républicains, Monsieur Di Filippo. Oui, merci Président. Alors effectivement, les crédits de la mission pouvoir public, au vu de l'inflation, sont en hausse à périmètre comparable, en tout cas pour toutes les catégories de pouvoir public. Je suis surpris, comme les collègues, que la présidence de la République représente la plus forte augmentation de tous. Je pense qu'à un moment donné, quand on appelle à la fin de l'abondance, ça a été dit, il y a un devoir d'exemplarité. Il existe des marges de manœuvre, à mon sens, pour réduire les budgets de l'Élysée. Et en tout cas, ça nous paraît assez incompréhensible quand on constate à notre niveau ou ailleurs les efforts qui peuvent être faits dans d'autres structures. Alors pour cette raison et d'autres que malheureusement on n'a pas le temps de détailler ici, nous ne pourrons pas approuver ces crédits. Merci. Pour les... Monsieur L'Aquila.
Oui, Monsieur le Président, la mission pouvoir public porte les dotations des pouvoirs publics constitutionnels. Les dotations sont demandées par chacune des institutions, il faut le rappeler pour 2023, et qui sont fonction aussi de leurs besoins, que ce soit la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la chaîne parlementaire, le Conseil constitutionnel ou encore la Cour de justice. Les crédits évoluent très peu, d'ailleurs, globalement c'est 2,76%. Et pour toutes ces raisons, nous voterons les crédits de cette mission. Merci. Pour le groupe socialiste, Mme Karamanli. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, sur cette mission de pouvoir public qui traite des budgets de plusieurs de nos institutions politiques et régaliennes, je dirais que ces budgets sont un petit peu des objets sensibles. Sensibles car ils déterminent les moyens de travail des institutions concernées et sont vus aussi par nos concitoyens comme un thermomètre de la sobriété des dépenses publiques. Donc les crédits de paiement pour la Présidence de la République qui sont en hausse avec une augmentation de 4,9%. Si on s'en tient au crédit des seules institutions politiques de la présidence, par exemple, à elles seules, ça représente 11% des crédits de paiement. Et c'est à la fois peu et beaucoup parce que le nombre de collaborateurs joue. La présidence compte à peu près 825 ETP, dont le détail par catégorie d'emploi et par type d'activité n'est pas néanmoins présenté. Ainsi, les activités liées aux actions de l'épouse, par exemple, du président, ne sont pas isolées et identifiées comme telles. Et dans un ordre d'idées comparable, les dépenses des prestations extérieures ne sont pas mentionnées et l'augmentation des crédits est justifiée par l'activité en hausse de la présidence et, je cite, une nette inflation. Donc, à la différence d'autres missions, la prise en compte de celle-ci est clairement anticipée. Et côté Assemblée nationale, je voulais juste rappeler qu'on peut regretter que les charges nées de l'activité d'évaluation des politiques publiques ne fassent pas l'objet d'une estimation, ce qui permettrait justement de valoriser cette activité et de dégager justement, Monsieur le Président, des moyens en adéquation avec les objectifs. Pour toutes ces raisons, Merci. Le groupe s'abstiendra. Merci beaucoup. Pour Horizon, Madame Mani. Merci, Monsieur le Président, et merci à Madame la rapporteure pour ces éclairages. Le groupe Horizon votera évidemment en faveur des crédits de cette mission, tout simplement pour permettre le bon fonctionnement de nos institutions. Merci. Pour le groupe écologiste, Madame. Oui. Alors pour l'Assemblée nationale, nous plaidons pour des mesures qui permettraient d'éviter des différences négatives et significatives entre le solde budgétaire prévu et le solde budgétaire constaté en fin d'exercice. Comme nous n'avons qu'une minute, je n'ai pas le temps de développer, mais en tout état de cause, c'est ce que nous avons constaté. Pour la présidence de la République, le montant de la dotation sollicitée dans le cadre de l'annexe au projet de loi de finances initiale pour 2023 s'établit à 110,46 millions d'euros. Et ce montant est en augmentation de 4,9 par rapport au montant sollicité en 2022. On voit bien que dans certains cas, il n'est pas impossible que de faire des hausses de budget qui sont justifiées, entre autres, par l'inflation, ce que nous demandons dans d'autres contextes, et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires et les investissements sur le matériel de sécurité pour faire face à l'évolution des différentes menaces et le maintien des opérations récurrentes. Tout ce que, par ailleurs, nous plaidons dans d'autres budgets, et nous le verrons tout à l'heure dans ce que nous pourrons évoquer. Nous encourageons par ailleurs le projet de géothermie qui sera lancé en 2023 pour réduire l'empreinte carbone de la présidence. Et à ce sujet, nous appelons à une totale transparence sur les effets de ce projet, ce qui pourrait convaincre peut-être davantage les citoyens et certains députés à l'engagement des décideurs publics en faveur de la sobriété énergétique. Merci beaucoup. On va mettre aux voix les crédits de la mission Pouvoir public. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés. Merci, Marianne Maximi. Et rétablissez-vous. On va passer à l'examen de la mission Gestion des finances publiques. Donc j'appelle Monsieur Mathieu Lefebvre qui supplée Louis Marguerite, rapporteur spécial, qui ne pouvait pas être présent avec nous ce soir parce que la mission avait été déplacée. Et Madame Le Duc. Voilà, je sais. Et Madame Le Duc à me rejoindre. Voulez-vous mettre ici, Madame Le Duc ? Non, côte à côte, c'est très bien. Donc, on commence par Mathieu Lefebvre, 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. En effet, je supplée Louis Marguerite qui a un empêchement
qui ne lui permet pas d'être présent avec nous ce soir, et je veux saluer son travail aux côtés de celui de son administrateur, qui est conséquent sur cette mission. Donc, l'examen des crédits de la mission gestion des finances publiques rassemble les crédits essentiellement de la DGFiP, de la douane et de ceux du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Cet examen est l'occasion de rappeler l'engagement pris par le gouvernement depuis 2017 de réformer les administrations financières, et j'en profite ici pour saluer l'ensemble de ces agents qui font au quotidien un travail absolument remarquable. Parmi ces réformes, il y a la réorganisation de leurs activités afin d'améliorer l'efficience et la qualité du service rendu tout en accompagnant leur transformation. L'amplification des actions de lutte contre la fraude qui fracture notre pacte social, le passage d'une culture du contrôle à une culture de la confiance, en particulier avec nos entreprises, et l'utilisation des opportunités de modernisation offertes par les nouvelles technologies. Donc, les crédits de paiement demandés par la mission gestion des finances publiques sont en augmentation de 5,4% et s'élèvent à 10,5 milliards d'euros, qui traduisent une augmentation des moyens pour chacun des 3 programmes. Hors dépenses de personnel, les dépenses de la DGFiP augmentent de près de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement, notamment en raison de la hausse des dépenses informatiques des services centraux en matière de recouvrement, de contrôle et d'accompagnement des entreprises. Dans un contexte d'évolution profonde des métiers des finances publiques, de meilleure couverture des besoins des usagers et des entreprises, ainsi que d'accompagnement des agents, le budget de la DGFiP se trouve ainsi consolidé. Pour l'année 2023, le volume des suppressions d'emplois, moins 850 ETP, est bien moindre que celui des années précédentes. Et il est conjugué à une politique ambitieuse de redéploiement. Il doit notamment permettre de renforcer les moyens alloués à un objectif que nous partageons tous, la lutte contre la fraude. Des grands chantiers seront poursuivis en 2023, comme la garantie d'un accueil de proximité à moins de 30 minutes dans l'ensemble des cantons de France, la poursuite du déploiement des services de gestion comptable ou encore la mise en œuvre de la facturation électronique. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer une réforme dont on ne parle plus. C'est bien la preuve qu'elle a fonctionné, c'est la réforme du prélèvement à la source, en saluant évidemment les agents de la DGFiP qui y ont concouru, mais aussi l'ensemble des ministres de droite comme de gauche qui ont contribué à sa mise en œuvre. Nous pouvons également nous féliciter de la nouvelle relation de confiance qui est conduite avec les entreprises par la DGFiP et qui recueille un taux de satisfaction de près de 90%. La douane, elle, voit ses crédits de paiement augmenter à hauteur de 5,4% pour s'élever à près d'1,6 milliard d'euros. Ces crédits permettront à la douane de moderniser son système d'information, qu'il s'agisse de la refonte des systèmes applicatifs ou des systèmes de dédouanement ou d'action contre la fraude. En matière de lutte contre les trafics, la douane prévoit également d'importants investissements, notamment s'agissant de scanners, de conteneurs ou de modernisation de sa flotte d'hélicoptères. La douane et la DGFiP continueront leurs efforts pour résorber la dette technologique que nous leur connaissons en développant l'exploitation de la donnée, ce qui est absolument essentiel pour le ciblage des contrôles et la lutte contre les trafics. Un mot enfin sur le programme 218 qui porte le renforcement de la performance des fonctions support des ministères économiques et financiers qui sont en augmentation de plus de 55%. Ainsi, la hausse des crédits de la mission souligne le soutien à la transformation de ces administrations, dont l'efficience doit être améliorée afin qu'elles puissent répondre à l'ensemble de leurs missions qui ont considérablement évolué en peu de temps. En parallèle, les métiers des agents ont été bouleversés, les investissements en matière informatique et en nouvelles technologies ont été amplifiés et d'importants gains de productivité ont été réalisés ou le seront dans les prochaines années. Les progrès sont considérables et trouvent leur traduction dans le budget 2023, qui apparaît comme un approfondissement des efforts réalisés depuis 2017, avec à l'appui notamment la loi de lutte contre la fraude qui a été votée à la quasi-unanimité en 2018 et qui donne à ces administrations les moyens de lutter contre la fraude, mais également de se moderniser. Donc pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite à soutenir l'adoption de ces crédits. Merci, M. Mathieu Lefebvre. Mme Charlotte Leduc, qui a un nouveau rapport spécial sur l'évasion fiscale. 5 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce nouveau rapport spécial que je vous présente aujourd'hui vise à évaluer les moyens alloués à la lutte contre l'évasion fiscale. Ce rapport permettra, je l'espère, de faire évoluer ces moyens, mais aussi de débattre et de légiférer sur ce fléau qui, de façon colossale, grève les recettes de l'État. Par évasion fiscale, on entend tout comportement d'un individu ou d'une personne morale dont l'objectif est d'échapper à l'impôt. Cela concerne la fraude délibérée et illégale, mais aussi
toutes les tentatives d'optimisation fiscale agressive présentées comme légales. Notre droit stipule pourtant que toute action dont l'objectif unique est l'évitement de l'impôt est illégale. C'est la clause de substance économique. Nous appelons donc l'Assemblée nationale à rappeler cette clause avec force et à l'élargir pour que toute action dont l'un des objectifs principaux est d'échapper à l'impôt soit déclarée illégale. La fraude fiscale représenterait entre 80 et 120 milliards d'euros d'après le syndicat solidaire Finances publiques. Le Sénat, lui, évoque une perte de revenus pour l'État de l'ordre de 30 à 50 milliards par an. L'INSEE et la Cour des comptes ont chiffré uniquement la fraude à la TVA à 25 milliards par an. L'absence d'un chiffrage clair annuel est un premier problème. La France est l'un des rares pays de l'OCDE à ne pas publier régulièrement une estimation globale et impôt par impôt du montant de la fraude fiscale. C'est pourquoi nous proposons la généralisation du programme de contrôle fiscal randomisé par la DGFiP qui permettrait d'estimer l'ampleur de la fraude fiscale. À partir de ces données, le Conseil des prélèvements obligatoires pourrait proposer tous les ans une évaluation de la fraude et de l'écart fiscal impôt par impôt. Aujourd'hui, la lutte contre l'évasion fiscale est au point mort, faute de volonté politique de traiter sérieusement ce sujet. Si les chiffres du PLF 2023 font état d'une augmentation de 6,22% des autorisations d'engagement destinées à la lutte contre la fraude fiscale, n'oublions pas qu'avec une inflation à 5,8% sur l'année et une hausse tendancielle des dépenses publiques de 1,35 par an, cette augmentation est dérisoire. D'ailleurs, l'augmentation de crédits bénéficie quasi exclusivement au développement de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, alors que les moyens humains sont en forte baisse. Si l'innovation peut être vertueuse, elle ne remplacera jamais le travail d'un enquêteur. Tous les services d'enquête et de contrôle que nous avons auditionnés nous ont fait part d'un manque de moyens matériels et humains. Le service d'enquête judiciaire des finances, la BNRDF, le service de renseignement Tracfin, les syndicats représentatifs de la DGFiP, le parquet national financier lui-même manque de magistrats et d'assistants spécialisés pour mener à bien ses instructions. Cette situation n'a rien d'étonnant. Le contrôle fiscal a perdu 1600 agents depuis 2017. Le budget qui nous est proposé prévoit encore des baisses d'effectifs à la DGFiP. C'est pourquoi nous proposons un moratoire sur les suppressions de postes dans le contrôle fiscal et la planification de l'embauche d'agents. Par son travail, chaque agent du contrôle fiscal et des services d'enquête rapporte annuellement des centaines de milliers d'euros, voire des millions, dans les caisses de l'État. Il est donc absurde de supprimer des postes par souci d'économie et urgent d'embaucher massivement pour lutter efficacement contre les fraudeurs. Concernant les nouveaux outils de ciblage des contrôles et le data mining qui permettraient de se passer de contrôle humain, je répondrai que tous les acteurs que nous avons rencontrés sont unanimes. L'outil doit aider la main et non la remplacer. D'ailleurs, la part des affaires à faible rendement a augmenté entre 2016 et 2018, passant de 25,4% à 26,8%, preuve que les nouvelles méthodes de ciblage ne peuvent être la solution. Il faut aussi donner les moyens matériels, intellectuels et techniques à ces différents acteurs. C'est pourquoi nous proposons la création d'un programme budgétaire dédié à la lutte contre l'évasion fiscale qui rassemblerait Tracfin, les services de contrôle fiscal de la DGFiP, le SEJF, la BNRDF et la DGDDI, ainsi que la mise en place d'une direction interministérielle stratégique de la lutte contre l'évasion fiscale associant les ministères des Finances, de l'Intérieur et de la Justice. Au-delà du cadre du PLF 2023, il nous faut affirmer la nécessité de faire de la lutte contre l'évasion fiscale une véritable priorité politique et de faire évoluer le droit en vigueur en conséquence, en instaurant des critères pertinents de définition des paradis fiscaux, en agissant résolument pour un impôt minimum européen, en instaurant un statut de lanceur d'alerte qui assure leur accompagnement, en durcissant les règles applicables aux intermédiaires comme les cabinets de conseil et les avocats fiscalistes qui créent les montages utilisés par les fraudeurs, et en finissant avec le recours à une justice négociée pour les multinationales par le biais des CGIP. Pour conclure, la lutte contre l'évasion fiscale est un enjeu fondamental pour augmenter les recettes de l'État et préserver le consentement à l'impôt indispensable à la cohésion sociale. Il faut donner les moyens humains, matériels, technologiques et législatifs aux services concernés pour que cette injustice prenne fin. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à l'adoption des crédits du programme 156. Je vous remercie. Merci Madame Leduc pour ce rapport rapport spécial que j'ai vivement souhaité. Je trouve qu'on soit d'accord ou pas, on verra dans le débat, mais au moins c'était argumenté avec des propositions concrètes. Merci pour le travail. Pour rappel, les deux rapporteurs, vu qu'il y a un rapporteur sur la mission, un rapporteur thématique, peuvent répondre tous les deux par rapport aux amendements. On va donc passer aux amendements, en l'occurrence. On va commencer avec le 1146 de Manuel Bompard. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous proposons de renforcer les moyens du contrôle fiscal
Le nombre d'agents affectés dans les différents services de contrôle de la DGFiP était de 13 336 postes en 2010. Il est d'environ 9 000 agents en 2020. Cela représente donc une baisse d'environ un tiers des effectifs en 10 ans. Dans le même temps, les résultats du contrôle fiscal se sont effondrés. Alors que le fisc a notifié 21 milliards d'euros de redressements fiscaux et pénalités en 2015, le montant n'est plus que de 10,7 milliards d'euros en 2021. Cela représente donc une baisse de moitié sous le mandat d'Emmanuel Macron. Pourtant, cela n'a pas empêché Bercy de se féliciter à plusieurs reprises en cours de mandat d'une hausse des montants immédiatement recouvrés. C'est un jeu de passe-passe puisque au procès ont été substitués des arrangements et des procédures à l'amiable, pas de condamnation, pas d'amende, juste un petit versement au rabais. Mais pour le gouvernement, c'est l'occasion de faire des annonces malhonnêtes sur l'augmentation des résultats. Cet amendement vise donc à prélever 120 millions d'euros d'AE et de CP de titre 2 sur l'action expertise, audit, évaluation et contrôle du programme 218 pour augmenter et renforcer les moyens du contrôle fiscal. Je vous remercie. Madame, Monsieur les rapporteurs. Oui, alors cet amendement donc, prévoit 120 millions d'euros pour renforcer les effectifs consacrés au contrôle fiscal. Les chiffres qui ont été avancés par mon collègue Bompard m'ont été confirmés par le directeur adjoint des finances publiques lors de son audition. Donc non seulement de moins en moins d'agents font du contrôle fiscal, mais en plus ces agents doivent effectuer en parallèle d'autres missions du fait de la restructuration de services de la DGFiP. Pour vous donner un exemple, la suppression des secrétaires administratifs dans les brigades de vérificateurs fiscaux, par exemple, conduit ces derniers à effectuer des tâches de secrétariat, une activité chronophage qui entraîne une diminution des vérifications. Donc évidemment, je donne un avis favorable à cet amendement. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner un avis défavorable, mais pour une raison assez simple, c'est que s'il y a moins d'agents au contrôle fiscal, c'est parce qu'il y a des gains de productivité qui sont permis par la révolution technologique et numérique. Je vais vous prendre trois exemples. Un, le data naming, qui fait qu'on puisse mieux cibler les contrôles. Ça représentait 32% des contrôles en 2019, c'est 45% aujourd'hui. Par ailleurs, il y a énormément de redéploiements qui sont à prévoir, notamment du fait des suppressions de petites taxes qui ont été entamées sous la précédente législature, du fait de la suppression de certains impôts qui génèrent aussi moins de contentieux, du fait de la mise en œuvre du prélèvement à la source. Défavorable, mais ce que je voudrais rappeler également, c'est les résultats du contrôle fiscal, parce que vous nous dites qu'il y a 2 fois moins de droits qui sont mis en recouvrement depuis 2017. Alors en 2017, les droits notifiés, c'était 13,9 milliards d'euros, et en 2021, c'est 13,2 milliards d'euros, donc ça n'est évidemment pas 2 fois moins. Et par ailleurs, les résultats du contrôle fiscal sont en hausse en 2021 de 15% par rapport à 2019. Pas forcément sur pièce, plus rarement sous pièce. Je fais une petite aparté, je ne prononce pas sur le... Mais pour avoir rencontré pas mal d'acteurs du ministère, y compris des syndicalistes, je pense que ça sera bien que dans les 5 ans à venir, on ait une mission d'information sur la question justement du numérique et sur toutes les questions au niveau, faire un bilan de tout ça au niveau du ministère des Finances. Je pense que ça sera utile. On peut estimer qu'on a un pour, un contre. Hein. On passe au vote qui est pour. Qui est contre? C'est rejeté. 13,99, Mme Leduc. Oui, Monsieur le Président, donc c'est un amendement qui vise à renforcer les effectifs de la DGFiP alloués à la lutte contre l'évasion fiscale. Cet amendement propose de renforcer les moyens de cette direction afin de titulariser les contractuels auxquels il est actuellement fait massivement recours. Cette titularisation se justifie à 2 égards. Ces contractuels ont pu acquérir une expertise qu'il serait bon de conserver au sein de la DGFiP. Les agents titulaires sont soumis à des obligations déontologiques plus importantes auxquelles il apparaît nécessaire que tout agent travaillant sur ces questions soit soumis. Le turnover incessant sur certains de ces postes sont des absurdités qui minent l'efficacité de l'administration dans sa lutte contre les fraudeurs fiscaux. La titularisation des contractuels ne serait donc pas uniquement une mesure de justice sociale, mais également une décision utile pour renforcer l'efficacité de l'action publique. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Vous posez là une vraie question qui est celle, en effet, du risque de turnover, mais néanmoins, la titularisation n'est pas une bonne réponse, je le crois, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous proposez de titulariser, dans le fond, des gens qui ont 2 semaines d'expérience, au même titre que des gens qui auraient
2 ans d'expérience. Donc il y aurait là une forme d'inégalité de traitement. Par ailleurs, la titularisation n'est pas la seule option pour la fidélisation. On peut aussi imaginer que ces agents, dont le recrutement diversifié d'ailleurs est une source d'enrichissement pour la DGFiP, ils puissent soit être titularisés, soit passer le concours, soit avoir leur CDI prolongé. Et par ailleurs, ils sont tous soumis à une déontologie absolument stricte, donc défavorable. Madame Maxime. Ouais, juste sur les arguments sur la question de la titularisation, et c'est même pas que sur la question de Bercy, mais quand l'argument de dire on ferait la même chose pour des personnes qui ont 2 semaines de contrat et 2 ans, mais la question c'est pourquoi il y a des gens qui ont 2 ans de contrat sans être titularisés avant. Enfin, c'est aussi ça le vrai problème, c'est qu'on laisse travailler des gens de manière contractuelle bien trop longtemps, et donc en fait il faut une vraie politique de titularisation et de régularisation des contrats de travail, parce que c'est comme ça qu'on maintient les personnels de qualité, parce que c'est aussi un enjeu de garder des gens formés qui travaillent déjà, et le statut titulaire est évidemment bien plus intéressant en termes de sécurité de l'emploi. En tout cas, c'est important de garantir ce statut-là. Et sur la question de la diversité, je ne vois pas en quoi titulariser les gens empêche d'avoir des personnels divers qui puissent amener différentes compétences. Enfin, tous vos arguments, moi, je ne les entends pas sur la question de la titularisation, et pas que dans ce secteur-là, hein, pour tous les services publics. Hein. Monsieur Cazeneuve. Oui, moi je vois que dans certains métiers à Bercy, la solution contractuelle, elle intéresse aussi ceux qu'on recrute. Je pense notamment dans tous les métiers du numérique, les data scientists préfèrent des fois la solution contractuelle. Donc je pense que l'idée de dire qu'on devrait tous être sous statut n'est pas forcément non plus ce qu'attendent celles et ceux qu'on recrute. Ça pourrait être ceux qu'ils souhaitent. Merci. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me demandais à chaque fois si vous avez un pour, un contre, parce que comme vous commentez à chaque fois... Je peux commenter, tout comme les rapporteurs d'ailleurs. Voilà. Un président n'est pas... en l'occurrence, mon commentaire de 10 secondes, ça va, quoi. C'est pas... Hein. Merci. Je vous rapporte à ce qui s'est passé les 5 dernières années pour voir que je n'innove pas en la matière. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Et je redonne bien évidemment, comme je l'ai fait à chaque fois, la parole aux rapporteurs qui le souhaitent pour réintervenir en conclusion. Je l'ai fait aussi à chaque fois. 1396. Oui, Monsieur le Président, cet amendement a pour objectif de renforcer encore les moyens de la DGFiP, et notamment ceux du SEJF et de la BNRDF en service notamment déconcentrés, pour traiter les dénonciations obligatoires de fraude fiscale. En effet, les enquêteurs nous ont fait part durant leur audition de leur difficulté à traiter ces dénonciations du fait d'effectifs insuffisants et d'un déploiement inadapté sur l'ensemble du territoire national. Donc, en effet, les moyens humains en région et notamment au niveau des départements, sur le terrain en local, posent un vrai problème. Il manque des antennes de veille et des moyens de traitement. Toutes les dénonciations arrivent massivement à Paris et ça bouchonne. Et c'est un besoin qui nous a été clairement exprimé par les auditionnés. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. D'abord, on peut se réjouir que ce soit la loi de 2018 qui ait permis de rendre obligatoire la dénonciation au procureur de la République des contrôles fiscaux ayant conduit à des rappels d'impôts supérieurs à 100 000 euros. Ça représente un volume de contrôle qui est, je crois, absorbable par la DGFiP et les services du SEJF, puisque ça représente un peu plus de 1200 contrôles en 2021. Et pour répondre à l'argument sur les services déconcentrés de Madame la rapporteure, ceux-ci ont été soutenus avec la mise en place des brigades dédiées à la fraude au sein des directions spécialisées du contrôle fiscal dans les DIRCOFI. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Quelqu'un a un avis? Ok, on passe au vote. Qui est pour? Je pense que c'est le même vote. Qui est contre? Il est rejeté. 1393, Madame Leduc. Donc toujours un amendement qui concerne les moyens humains de la DGFiP. Il s'agit là de créer un service d'expertise dédié à l'étude des schémas de fraude et d'optimisation agressive au sein de la DGFiP qui alimenterait notamment les paramètres des outils de data mining. L'intelligence artificielle utilisée de manière croissante par la DGFiP pour repérer les situations de fraude est un outil intéressant mais très largement imparfait.
En tout état de cause, ça ne peut pas remplacer le travail humain des agents de la DGFiP, et ce système a besoin de données fiables pour progresser et s'améliorer. C'est pourquoi la DGFiP a besoin de mettre en place un service d'expertise dédié à l'étude des dernières innovations des fraudeurs ou de leurs intermédiaires en matière de modèles d'évasion fiscale. L'administration doit cesser d'être à la traîne face aux fraudeurs, à leurs avocats fiscalistes et aux cabinets de conseil. Elle a donc besoin d'experts de haut niveau entièrement consacrés à cette tâche. On a un vrai problème de train de retard par rapport aux montages fiscaux, et il faut absolument qu'on puisse rattraper ce retard. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous avez raison, l'outil numérique ne doit pas remplacer le travail des agents de la DGFiP. Et d'ailleurs, pour répondre à votre interrogation, Monsieur le Président, c'est aujourd'hui 42% des contrôles fiscaux qui s'effectuent sur place. Au contraire, moi, je crois que l'outil numérique, il permet aux agents de se concentrer sur le cœur de métier et le cœur de leur tâche. Les outils numériques, ils permettent aux agents d'éviter les tâches indues auxquelles ils devaient faire face au préalable. Je l'ai redit, 45% des contrôles sont issus notamment du data mining. Par ailleurs, sur votre proposition de création d'un nouveau service, moi, je crains que dans une administration qui est quand même objectivement déjà foisonnante, elle risquerait de diluer l'expertise de l'administration et de faire doublon avec les autres services de la DGFiP qui sont, je crois, compétents sur le contrôle fiscal. Donc, défavorable. Je crois que j'ai un pour avec Madame Marigui. Évidemment, je prendrai un contre. Oui, alors moi, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres par rapport à ce sujet. C'est qu'en 2010, il y avait... Je parle bien de vérification de comptabilité, 47 692 vérifications de comptabilité, ce sont les chiffres de la DGFiP. En 2015, 46 266, en 2019, 35 545 et en 2021, 27 550. Donc la baisse du nombre de contrôles, évidemment, explique, du moins en partie, que les résultats financiers ont également baissé. Mais parallèlement, pendant qu'il y avait une baisse du nombre de contrôles fiscaux, le nombre d'entreprises soumises à l'IS et à la TVA ou à la TVA a ne cessé de progresser. Le nombre d'entreprises soumises à l'IS est en effet passé de 1,5 million en 2008 à 2,84 millions en 2021, tandis que le nombre d'entreprises assujetties à la TVA est passé dans la même période de 4 millions à 7,55 millions. Donc on voit bien que le ratio du nombre de contrôles rapportés au tissu économique et fiscal s'effondre et laisse ainsi à la fraude des marges de manœuvre de plus en plus importantes. Donc nous appelons au renforcement des moyens humains chargés du contrôle fiscal et nous voterons bien entendu pour cet amendement parce qu'au-delà de la stratégie des contrôles de l'intelligence artificielle, il faut des hommes et des femmes et pas des algorithmes. Monsieur Lefebvre, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Non, mais rapidement, un argument sur la baisse du nombre de contrôles, c'est aussi parce que la DGFiP a mis en place ce qu'on appelle la relation de confiance avec les entreprises. Non, mais vous pouvez sourire, mais vous pouvez sourire. La différence, c'est que la relation de confiance, c'est quoi? C'est que la DGFiP, elle est partie prenante des activités de l'entreprise et elle est aux côtés de l'entreprise et elle lui propose une relation de conseil tout au long de sa vie fiscale et administrative. Et ça évite précisément qu'il y ait des contrôles. C'est ça l'objectif de la relation de confiance. Et d'ailleurs, cette relation de confiance, elle est plébiscitée par 90% des entreprises. Oui. Non, j'ai déjà eu un pour un contre, j'arrête là. On passe au vote. Il y a... Ah, pardon, excusez-moi. Oui, sur plusieurs sujets. Sur le data mining, clairement, tous les acteurs nous le disent, on est sur des résultats qui sont largement insuffisants. Selon la Cour des comptes, ce sont les affaires à faible rendement qui ont été en augmentation due au data mining et également les affaires dites conformes. Donc, sans suite, il est vraiment pour l'instant prouvé que les nouvelles méthodes de ciblage ne sont pas efficaces. Pour en revenir à ce dont vous parlez de relation de confiance, à partir du moment où on est sur du déclaratif, il faut un contrôle. On n'est pas dans une justice fiscale à deux vitesses. Et là, je fais notamment référence à tout ce qui relève du consentement à l'impôt et de la façon dont c'est perçu par les populations. Et ce qui fait que nous faisons société ensemble, il faut impérativement que le contrôle soit le même pour tous. Et la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit, ou le contraire. 1393, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. 1397, Madame Leduc.
Alors, cet amendement d'appel vise à alerter la représentation nationale et le gouvernement sur la nécessité absolue de cesser les suppressions de postes au sein de la DGFiP. On est toujours sur le même sujet. Les effectifs de la DGFiP alloués au contrôle fiscal ont diminué de plus de 1600 postes depuis 2017. De nouvelles baisses d'effectifs sont prévues en 2023 et dans les années qui suivent, comme nous le confirment les documents budgétaires qui sont désormais à notre disposition. Cette baisse d'effectifs s'accompagne d'une surcharge de travail pour les agents du contrôle fiscal qui doivent désormais, en parallèle de leur activité de contrôle, effectuer des tâches administratives chronophages. Il est absurde, je le répète, de supprimer des postes dans le contrôle fiscal par souci d'économie. Rappelons que chacun de ces agents ramène chaque année des centaines de milliers d'euros, voire des millions dans les caisses de l'État. Il serait même tout à fait rationnel d'embaucher de nouveaux fonctionnaires dans ce domaine, puisque ceux-ci rapportent beaucoup plus qu'ils ne coûtent. La première mesure pour faire de la lutte contre l'évasion fiscale une véritable priorité, c'est d'y allouer les effectifs nécessaires. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mais comme sur beaucoup d'amendements, au fond, ce n'est pas parce qu'on met plus d'effectifs et plus de sous qu'on a une meilleure politique publique. Le gouvernement, il ne souhaite pas, au travers les baisses d'effectifs de la DGFiP, dire que la lutte contre la fraude fiscale n'est pas sa priorité. Au contraire, c'est sa priorité, c'est sa priorité numéro 1. Mais simplement, il y a des gains de productivité, comme j'ai pu l'expliquer, qui sont liés aux nouvelles méthodes de recouvrement de l'impôt, qui sont liées aux nouvelles méthodes de détection de la fraude. Donc, par conséquent, il ne faut pas avoir une relation directe entre la baisse des effectifs et la priorité à la lutte contre la fraude fiscale, qui est une priorité absolue. Et encore une fois, ça se traduit dans les chiffres. Je rappelle, plus 15% de sommes à mettre en recouvrement entre 2021 et 2019. Merci. Madame Larigui. Oui, alors, puisque le rapporteur nous signale qu'effectivement, s'il y a une baisse du nombre de contrôles fiscaux, c'est parce que nous avons établi des relations de confiance avec les entreprises. Et donc, je souhaiterais l'interroger sur le nombre de dossiers de relations de confiance qui ont été signés à la DGFiP, puisqu'il y a un suivi statistique sur ce sujet, et donc il doit en avoir connaissance. Monsieur le rapporteur. Je n'en ai pas connaissance, Madame Larigui, mais je vais demander à mon collègue Louis Marguerite de vous répondre par écrit sur ce sujet. Pardon ? Mais donc, du coup, je vous pose la question de qu'est-ce qui vous permet de faire la réponse que vous avez faite tout à l'heure sur le sujet que j'abordais concernant la baisse du contrôle fiscal, puisque vous ne connaissez pas le nombre de dossiers qui ont bénéficié, ou d'entreprises qui ont bénéficié de la relation de confiance. Si je puis me permettre, Madame Larigui, c'est assez évident. Dès l'instant où les entreprises bénéficient de la relation de confiance, elles n'ont pas un contrôle a posteriori, précisément puisque la relation de confiance a vocation à aider l'entreprise dans ses déclarations, au même titre que le ferait n'importe quel contribuable. Si vous êtes d'accord, on demandera à M. Marguerite de demander les chiffres. Je crois que ça sera intéressant. On passe au 1390. Allez-y, M. Gaston. Merci, Monsieur le Président. Non, redire qu'il ne faut pas opposer l'efficacité de l'action publique au fait qu'on puisse faire des économies. Quand on supprime la taxe d'habitation, la redevance, qu'on fait le prélèvement à la source et qu'on met en œuvre des outils numériques plus performants qui allègent les tâches administratives, ça permet aussi de faire des économies. Je vais m'inscrire en pour, comme ça, M. K. Mais tout à l'heure, c'était une question. Donc, il y a eu le ministère, je l'ai dit au dialogue de Bercy, d'ailleurs, c'est un des points que j'ai soulevés, c'est que le ministère des Finances est un des seuls ministères qui continue cette année à avoir des suppressions de postes. Bon. Et le problème qui se joue derrière, c'est que j'entends tout ce que vous dites, mais par exemple, à travers la question de la numérisation, et c'est encore une fois, je pense que ce sera utile d'avoir une mission et d'auditionner à la fois des gens, se pose aussi la question, entre guillemets, de privatisation de certaines tâches. Par exemple, quand il y a eu la cartographie qui a été faite des piscines, j'ai déjà cité cet exemple, qui a été dévolue à des sociétés privées. Ce sont à un moment donné des gens qui travaillent à Madagascar qui ont fait cette cartographie. Autrement dit, qui n'avaient aucune compétence en termes financiers, en termes fiscaux. Autrement dit, se pose la question que quand vous supprimez des postes à Bercy et que vous avez affaire, via la numérisation, à des sous-traitants qui emploient des gens, je ne vous dis même pas le statut, je pense, oui, que se pose un problème de compétence et à la fin de rentabilité par rapport à l'évasion fiscale ou autre, et notamment au contrôle sur pièces, où il n'y en a quasiment plus. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Là, on voit bien qu'on a des éléments qu'on donne les uns et les autres. Je pense que ça sera vraiment important que notre commission ait sur des éléments concrets, comme celui-ci que je viens de vous donner, de voir un peu l'état des lieux. Parce que non, je ne pense pas qu'on fasse aussi bien avec moins. Et là, Bercy,
c'est vraiment un ministère qui, depuis des années, est celui où il y a le plus de suppression d'emplois. Et à un moment donné, je crois que ça pose des problèmes. Voilà. On n'est pas d'accord, mais je pense que... Voilà. Madame la rapporteure. Oui, non, je voulais juste préciser un peu ce que vous venez de dire sur le fait qu'on ne peut pas dire que la lutte contre l'évasion fiscale soit une priorité. Vous parliez de chiffres, monsieur le rapporteur. Entre 2017 et 2022, 7 fois plus d'emplois supprimés à la DGFiP que dans l'ensemble de la fonction publique d'État. Donc vraiment, Bercy a été la cible de suppression massive d'emplois. Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Il est rejeté. On passe à l'amendement suivant, qui est, si je ne me trompe pas, le 1392. Non, on vient de le faire, le 13. Vous êtes sûr? Excusez-moi, le Duc. 1398, je suis désolé. Attendez, parce que je ne les ai pas dans l'ordre en plus. Alors. Donc, par cet amendement d'appel, j'attire donc là votre vigilance sur la nécessité d'assurer une formation de qualité des agents du contrôle fiscal. L'externalisation de ces formations, couplée à des règles de marché public qui favorisent le prestataire le moins onéreux au détriment de la qualité de la formation proposée, a conduit à une nette dégradation de ces dernières. La complexification croissante des situations que ces agents du contrôle fiscal rencontrent du fait de la numérisation ou d'apparition de nouveaux outils rend d'autant plus nécessaire ces formations de qualité. Les syndicats représentatifs de la DGFiP, que nous avons auditionnés dans le cadre de notre rapport, nous ont fait part du besoin d'expertise et de formation des agents sur le terrain pour mener à bien cette tâche essentielle pour la cohésion sociale de la nation. La formation initiale doit donc être allongée, renforcée, tandis que la formation continue doit être améliorée. Les agents du contrôle fiscal doivent toujours rester à la pointe de la connaissance des dernières techniques utilisées par les fraudeurs et leurs intermédiaires afin de pouvoir les combattre efficacement. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous pointez du doigt un vrai sujet. La fraude, elle est de plus en plus complexe, de plus en plus multiples et diverses. C'est la raison pour laquelle la DGFiP a lancé ses propres chantiers de formation de ses agents. Parmi ceux-ci, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, qui est mise en place par la DGFiP pour adapter les parcours de formation initiale et continue, mais également la formation des agents au sein des ministères économiques et financiers avec l'IGPDE. Donc je crois qu'il est plutôt utile de laisser prospérer ces deux chantiers plutôt que de créer un nouvel outil. Donc défavorable pour ces raisons. Merci. Monsieur Bompard. Oui, bon, merci à monsieur le rapporteur pour sa réponse, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que les organisations représentatives des agents syndicales, des agents de la DGFiP sont assez bien placées pour savoir si les formations qui ont été mises en place au sein de cette structure sont adaptées aux tâches qui sont les leurs? J'ai beaucoup entendu pendant les premiers mois de ce mandat parler de co-concertation, de dialogue social. On vous parle d'un amendement qui correspond à un besoin qui est exprimé par les organisations représentatives du personnel. Et vous nous dites, non, il n'y a pas de difficulté, tout ce qui a été mis en place en termes de formation est adapté, donc on ne va pas créer quelque chose de nouveau. C'est la demande des organisations syndicales. Je pense que ce serait bien de lui accorder un petit peu de crédit. Monsieur Cazeneuve. Oui, redire qu'il y a avec l'IGPDE, le rapporteur l'a dit, un des outils de formation les plus performants au sein de l'État, et qui est à Bercy, et qui sert notamment la DGFiP. Et par ailleurs, par rapport au débat, faut-il recourir des fois à des partenaires externes? Oui, parce que la fraude est de plus en plus sophistiquée, ils utilisent des outils numériques dont on a besoin, et on a besoin d'aller chercher de la connaissance qui n'est pas toujours entre nos mains. Et si on veut être performant, il faut adapter nos méthodes, nos outils. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir une position de principe en disant que tout ce qui est à l'extérieur est mauvais. Au contraire, si on veut s'enrichir, il faut aller chercher à l'extérieur de manière équilibrée. C'est ce qui est fait à la DGFiP. Non? Ok, on passe au vote. Qui est pour? Vas-y. Pardon, oui, rapidement, non, simplement pour dire à Monsieur Bompard, je n'ai pas dit que tout était formidable, je dis simplement que le cycle de formation, il est récent, il date de 2020, il est par ailleurs complété avec l'IGPDE, comme l'a rappelé député Cazenave. Donc laissons la chance à ces formations, et s'il faut aller plus loin dans un avenir à court ou moyen terme, on ira plus loin, mais je n'ai évidemment pas dit que tout était formidable. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre?
Il est rejeté. On passe à l'amendement, que je ne me trompe pas cette fois-ci, 1392. Donc, cet amendement d'appel vise à attirer l'attention de la représentation nationale sur la nécessité de mettre en place des outils techniques et juridiques nécessaires à une réelle mesure des conséquences des comportements d'évitement fiscal, à savoir 3 mesures. Un programme de contrôle fiscal randomisé par la DGFiP, car l'un des obstacles à une mesure fiable des conséquences de la fraude fiscale, c'est le biais inhérent à cette mesure. Le chiffre est extrapolé à partir des résultats des contrôles menés sur les entreprises pour lesquelles des indices de fraude fiscale étaient visibles. Une mesure fiable résulterait évidemment de contrôles aléatoires sur tout type d'entreprise et de ménage. La nécessité d'une publication annuelle par la DGFiP et le Conseil des prélèvements obligatoires d'une mesure de la fraude et de l'écart fiscal impôt par impôt, selon une méthode constante permettant des comparaisons. Et la mise en place d'un fichier national des donations anticipées. En effet, aujourd'hui, la fraude dans ce domaine peut se faire en toute impunité car l'État ne tient pas les comptes des donations, de leur montant et de leurs bénéficiaires. Il est donc important de mettre en place ce fichier national, ne serait-ce que pour quantifier la fraude résultant des donations anticipées. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur ces 3 sujets dans l'ordre, vous proposez des contrôles aléatoires. C'est le contraire de ce que fait la DGFiP en proposant au contraire des contrôles qui sont ciblés sur là où il y a le plus de fraude potentielle. C'est aussi comme ça qu'on est capable de maximiser le rendement d'un contrôle. Et par ailleurs, ce serait, je crois, assez destructeur précisément pour la relation de confiance qu'on essaie d'établir avec nos entreprises. Sur la publication annuelle entre la DGFiP et le CPO, vous avez, je crois, tous les éléments qui figurent dans le document de politique transversale qui a été voté sous la précédente majorité en matière de lutte contre la fraude. Le 3e élément, je le trouve à titre personnel assez choquant, un fichier sur les donations anticipées. Il y a un soupçon de fraude dans chaque donation dans votre amendement. Au-delà du fait que ce serait un signal objectivement, je trouve, désastreux envoyé aux ménages que de ficher les donations anticipées, je crois qu'on ne peut pas assimiler une donation anticipée à une fraude. Donc pour ces raisons, défavorable. Merci. On passe au Madame Pires-Beaune. Oui, moi je vais venir en soutien de l'amendement, mais je vais surtout revenir pour avoir travaillé un peu sur ce sujet. Notamment lors de la mise en place des aviseurs fiscaux. Enfin, il n'y a pas de soupçon de fraude à avoir. Par contre, je vous assure, monsieur le rapporteur, que quand on veut des éléments sur les donations, transmissions à titre gratuit, il n'y a pas effectivement aujourd'hui, alors que ce serait très facile, puisqu'aujourd'hui, quand vous allez faire une succession chez un notaire, tout est informatisé. Tout est informatisé. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire aujourd'hui du côté des GFIP. Et on en a besoin, parce qu'on a besoin d'informations pour travailler le sujet, tout simplement, sans aucun soupçon de fraude. J'ai déjà un pour, je ne prendrai pas un autre pour, surtout qu'à mon avis, il va falloir qu'on aille en séance dans pas longtemps. Madame la rapporteure. Sur les contrôles aléatoires, là, il ne s'agit pas d'organiser le contrôle en fonction de ces contrôles aléatoires. Il s'agit d'avoir un chiffrage réel et valable parce qu'on n'a absolument pas de chiffrage clair et net de l'évasion fiscale. Le principe du contrôle aléatoire, c'est aussi de dépister ce qui passe sous les radars. Si on ne fait pas ce travail-là, on ne peut pas avoir une vision nette de ce qui se passe. Ça, c'est un premier point. Et pour revenir sur les donations anticipées, moi, j'ai quand même un problème. Vous avez une vision du contrôle qui est quand même un peu particulière. À partir du moment où on demande une information, on est dans le soupçon. Mais je veux dire, si on contrôle et qu'il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de problème. Si on contrôle et qu'il y a une fraude, on avait peut-être des bonnes raisons d'avoir des soupçons. Enfin, vous avez une articulation qui est un peu particulière entre information, soupçon, contrôle, qui n'a pas lieu d'être. Allez, monsieur le rapporteur, pour le mot de la fin. Oui, merci, monsieur le président. Ça me permet de répondre à la fois à madame Pires-Beaune et à madame la rapporteure. Il y a une différence, me semble-t-il, entre obtenir des données quand on est un rapporteur spécial ou un parlementaire, et deuxièmement, faire, comme le propose cet amendement, la mise en place d'un fichier national des donations anticipées. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 1395. Alors, cet amendement d'appel propose la création d'une direction interministérielle stratégique de la lutte contre l'évasion fiscale associant les ministères des Finances, de l'Intérieur et de la Justice.
La lutte contre l'évasion fiscale est aujourd'hui largement interministérielle. La création d'une direction interministérielle permettrait un meilleur pilotage de cette politique essentielle. Surtout, elle permettrait le déploiement d'une politique cohérente, insistant sur la complémentarité des différents services concernés et évitant les lacunes actuelles de la lutte contre l'évasion fiscale. Face à des fraudeurs très bien organisés et très bien conseillés par des armées d'avocats fiscalistes et d'ingénieurs financiers, il faut que la puissance publique soit à la hauteur avec une direction stratégique dédiée. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que l'objectif pertinent poursuivi par Madame la rapporteure est satisfait par la mission interministérielle de coordination antifraude qui coordonne au plan interministériel la lutte contre la fraude aux finances publiques au sens large, prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, les prestations sociales, aussi bien au niveau national que local, et qui se décline dans 10 groupes opérationnels nationaux antifraude qui sont pilotés par cette mission interministérielle. Donc satisfait. Donc demande de retrait. Merci. Je propose qu'on passe au vote. Ça doit être le même vote, je pense. Pour, contre, rejeté. On passe à l'amendement 1394, Mme Leduc. Donc, cet amendement propose la création d'un programme budgétaire qui porterait l'ensemble des moyens dédiés à la lutte contre l'évasion fiscale, les services de contrôle fiscal de la DGFiP, Tracfin, le SEJF, la BNRDF ou encore la DGDDI. C'est un amendement qui est donc le miroir budgétaire du précédent, qui proposait donc une direction interministérielle et permettrait une présentation claire et cohérente des moyens alloués à cette politique prioritaire, présentation qui fait aujourd'hui cruellement défaut dans les documents budgétaires. La création d'un programme budgétaire lutte contre l'évasion fiscale permettrait également aux services concernés de voir leur budget sanctuarisé et négocié indépendamment du reste des services du ministère des Finances. Avec un budget propre, le législateur et le gouvernement devraient justifier politiquement toute baisse des moyens dans le domaine de la lutte contre l'évasion fiscale. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, vous évoquez la dimension interministérielle de la lutte contre la fraude et nous sommes évidemment d'accord avec cet objectif. Maintenant, l'amendement que vous proposez, il pose, je crois, un problème de définition. C'est-à-dire comment on pourra déterminer avec précision au sein d'un ministère les crédits qui sont directement alloués à la lutte contre la fraude fiscale. Donc le périmètre budgétaire du programme que vous proposez me paraît particulièrement complexe à définir. C'est la raison pour laquelle j'y suis défavorable. Madame Arrigui. Oui, au-delà de ce que pourrait donner comme visibilité effectivement un programme budgétaire sur l'ensemble des moyens dédiés à la lutte contre l'évasion fiscale, cela permettrait aussi de s'interroger sur comment est-il possible qu'effectivement des tas d'informations nous soient communiquées au niveau de la DGFiP et pas uniquement en France, par des associations de journalistes et non pas par l'État français ou l'État allemand qui pourraient relever des fraudes. Toutes les affaires que nous avons et qui ne cessent de se poursuivre, Panama Papers et d'autres, n'ont pas été révélées par les administrations fiscales, mais ont été révélées par ailleurs. Donc on voit bien qu'en la matière, beaucoup reste à faire et qu'en termes de contrôle fiscal, nous sommes vraiment même pas au milieu du gué de lutte contre le contrôle fiscal. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire à Madame Arrigui que le secret fiscal est, je crois, un principe qui est intangible et qui est quelque part fondateur de notre démocratie. Et vous prenez l'exemple des Panama Papers, de tout ce que les lanceurs d'alerte ont permis. Évidemment, c'était indispensable et évidemment, l'État a pris toute sa part précisément pour tirer la substantifique moelle de ces révélations. Mais je ne peux pas vous laisser dire que derrière le secret fiscal, il y a une inefficacité et une inopérabilité des services de la DGFiP. Madame Leduc, rien ? Non, mais je rejoins ce qu'a dit ma collègue Arrigui. Le fait est que l'État prend sa part quand il se retrouve obligé d'avoir à entendre les lanceurs d'alerte et le consortium des journalistes qui met en lumière les scandales d'évasion fiscale qu'on connaît. Et c'est uniquement à l'issue de ces scandales qu'on arrive à avancer parce qu'on n'a pas le choix. J'ai eu un pour, M. Cazeneuve pour un contre, au-delà des deux rapporteurs. Non, mais on ne peut pas regretter que la DGFiP n'organise pas la mise sur la place publique de tout un tas de données fiscales individuelles. Pas ici.
Oui, non, mais attendez, regretter qu'on n'ait pas l'équivalent des Panama Papers organisés par la DGFiP, franchement, c'est au cœur des missions et des valeurs de la DGFiP que de garantir le secret fiscal, et on devrait plutôt tout faire pour le protéger et non pas regretter qu'il ne soit pas violé par les uns et par les autres. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe maintenant à l'amendement 1382. Madame Arrigui, peut-être? On change complètement de monde, puisque là, on rentre dans le monde des monnaies locales complémentaires qui dynamisent les économies locales et accompagnent la transition écologique des territoires. Donc, elles sont reconnues, longtemps décriées, elles sont reconnues par la loi relative à l'économie sociale et solidaire de juillet 2014. Elles participent au dynamisme des territoires. Ce n'est pas anecdotique, puisqu'il en existe aujourd'hui 80 qui rassemblent plus de 10 000 entreprises et associations avec des impacts positifs déjà visibles. Et donc cet amendement a pour objet de conforter et de favoriser le changement d'échelle de ces monnaies locales. Merci, madame, monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Non, mais simplement pour dire à madame Arrigui que malgré tout l'intérêt que peut représenter le développement des monnaies locales, l'amendement est cavalier, je crois, par rapport à la mission gestion des finances publiques. Je m'excuse, madame Dupont, il y en avait un en discussion commune, donc si vous voulez le présenter. C'est de ma faute. D'accord. Bon, bah, donc de toute façon, ça revient au même. Madame le Duc. Je dirais abstention. Non? D'accord, ok. Position, pas de position, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont le 1187 de Mme Dupont. Qui est pour? Qui est contre? Même vote. On va passer maintenant aux positions des groupes. La parole est à Renaissance. Monsieur Cazenave. Pardon, pour le groupe Renaissance, nous saluons l'action et l'engagement des agents de la DGFiP, des douanes et plus généralement de tous les agents de Bercy. La hausse des crédits accompagne la poursuite de la transformation des services après la réussite éclatante du prélèvement à la source, avec des investissements importants notamment dans l'intelligence artificielle et l'analyse des données. Nous notons par ailleurs les évolutions très importantes en matière de modernisation. Je pense en particulier au droit à l'erreur pour les contribuables, la relation de confiance avec les entreprises et les très bons résultats en matière de lutte contre la fraude, avec un renforcement des moyens qui y sont dédiés. Nous sommes favorables. Merci. Le Rassemblement national, monsieur Lotu. Je ferai court, nous abstiendrons sur cette mission. Merci. LFI, monsieur Bompard. Oui, merci, monsieur le président. Nous voterons contre ces crédits pour les raisons que nous avons indiquées dans la discussion, c'est-à-dire à la fois le fait que rien n'est établi et mis en place pour lutter contre une tendance extrêmement lourde qui est la tendance de la diminution d'un tiers des effectifs de la DGFiP depuis 10 ans, sur le fait que rien n'est fait pour lutter contre une deuxième tendance extrêmement lourde qui est la diminution, et je le confirme, y compris auprès du rapporteur, des montants qui ont été recouvrés. Tout à l'heure, le rapporteur a contesté le chiffre que j'ai indiqué d'une diminution de moitié. Je rappelle que le montant des redressements fiscaux et des pénalités était de 19,5 milliards d'euros en 2016 et qu'il est de 10,7 milliards d'euros en 2021. C'est donc bien une baisse de moitié. Et par ailleurs, les amendements que nous avons proposés en matière de formation n'ont pas non plus été pris en compte. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre. Merci. Pour les Républicains, Madame Dalloz. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je viens d'entendre beaucoup de choses. Je m'inquiète de la société que certains voudraient voir, parce que je pense qu'on doit faire confiance à notre DGFiP. On a des services très performants. Et je crois qu'aujourd'hui, les remettre en cause, comme vous le faites avec du contrôle permanent, surtout partout, tout le temps, mais je ne vous entends pas avec la même vigueur parler de contrôle sur la fraude sociale. C'est étonnant d'ailleurs. Il n'y a que la fraude fiscale qui est abordée. Alors c'est vrai que dans le débat, on est sur la notion fiscale, mais j'aimerais que vous ayez la même vigueur pour parler de la fraude sociale.
Il y a peut-être moins de montants à récupérer, mais il y a plus de dossiers. Il y en a plus. À mon avis, il y en a plus. Moi, je constate par ailleurs que les crédits de la mission augmentent de 5,42% au total, quand dans le même temps, monsieur le rapporteur, vous demandez aux collectivités de faire l'inflation moins 0,5. Alors bien sûr, c'est justifié par le fait de l'informatique, mais franchement, nous ne pouvons pas voter ces crédits et nous ne sommes pas pour d'autres coopérations interministérielles qui existent déjà par ailleurs. Donc nous nous abstiendrons sur ces crédits. Merci. Pour le groupe MODEM, monsieur L'Aquila. Oui, Monsieur le Président. Plusieurs points. Nous devons souligner d'abord la réorganisation des services avec la poursuite de la centralisation d'un ensemble de prélèvements par la DGFiP, qui permet de recentrer la douane sur son cœur de métier, à savoir le contrôle et la circulation des biens et des personnes. Le deuxième point, la transformation numérique n'est pas achevée. Je rappelle la Cour des comptes qui soulignait en 2018 que nos administrations fiscales étaient très en retard en matière de transformation numérique et qui permet de mieux cibler la fraude fiscale. S'agissant de la fraude fiscale elle-même, nous remercions notre collègue de ses travaux sur ce sujet. Nous la rejoignons sur la nécessité de mieux évaluer la fraude. Toutefois, on regrette son discours. Il est plutôt cédé aux coups de communication politique. Les nouvelles techniques ont permis en 2021 de retrouver des niveaux historiques d'encaissement, 10,7 milliards. La généralisation de la facture électronique va concourir à lutter contre la fraude, et notamment en matière de TVA, et qui va permettre à l'administration de centrer ses effectifs sur de nouvelles missions. Il y a enfin le contrôle fiscal, c'est plus le même, puisqu'il a évolué, notamment depuis qu'il y a l'obligation faite aux entreprises de transmettre à l'administration fiscale le FEC, c'est-à-dire le fichier des écritures comptables. Merci. Pour le groupe socialiste, Mme Pires-Beaune, peut-être. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je veux aussi d'abord saluer les personnels des douanes, les personnels de la DGFiP, en centrale comme en région. Et je le dis ici, tout le monde fait confiance en nos personnels. Rappelez que depuis 2002, ce sont 40 000, je dis bien 40 000 postes depuis 2002 qui ont été supprimés, 7 730 sur le quinquennat passé, et rien que l'année dernière, 1 505. Cette année, ce sont encore 990 postes qui vont être supprimés. Alors j'entends bien que certaines suppressions de taxes ou d'impôts peuvent induire moins de besoins en personnel. D'abord, ce n'est pas vrai tout de suite, ce n'est pas vrai à court terme. Je prendrai un exemple, la taxe d'habitation. Quand vous avez décidé la suppression, les rôles de taxe d'habitation sont pour l'instant toujours établis et il y a encore un peu de taxe d'habitation, plus les résidences secondaires qui sont aussi adossées. Donc ce n'est pas une baisse logique et mécanique des besoins en personnel. Et puis surtout, la sophistication de la fraude, et vous le savez, fait qu'on a plus besoin de ressources. Et je ne vous parle même pas des besoins en région. Je pense que quand vous êtes parlementaire, vous recevez tous dans vos permanences des gens qui se cassent le nez sur la porte des impôts et qui auraient pourtant besoin de conseils. Merci. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre ces crédits. Merci. Pour le groupe Horizon, Madame Magny. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure. Je tiens également à saluer les réformes d'ampleur qui ont été menées par nos administrations qui ont été citées, qu'il s'agisse des douanes ou de la DGFiP, évidemment. On a des agents qui sont particulièrement impliqués dans l'amélioration de la relation aussi avec nos citoyens, et je pense qu'il faut les saluer. On a parlé du prélèvement à la source et bien d'autres. Je tiens, moi, également à saluer le processus de relocalisation des services de la DGFiP dans nos territoires, dans nos villes moyennes. J'ai pu en bénéficier à Châlons-en-Champagne. On a la relocalisation d'une centaine d'emplois liés effectivement à la déconcentration des services de la DGFiP. Et ça permet aussi de participer à la revitalisation de nos territoires et de nos villes moyennes. C'est aussi un gros travail qui est mené par ces agents et en lien évidemment avec les syndicats. Donc je tenais aussi à le saluer. Et je voulais également terminer sur le renforcement des moyens attribués à Tracfin afin de lutter contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et c'est pourquoi nous voterons en faveur de ces crédits. Merci Madame Magnier. Pour le groupe écologiste, Madame Arrigui. Oui, alors quand on lit la présentation stratégique du programme gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on croirait que tout va bien dans le meilleur des mondes à la Direction générale des finances publiques. Et pourtant, en 2023, il est prévu une suppression de 850 emplois et le directeur général adjoint s'est félicité
d'une rupture avec les 15 dernières années précédentes concernant le volume de suppression d'emplois. Alors si effectivement la suppression de 850 emplois constitue une rupture, je vous laisse imaginer le carnage des années précédentes, parce que depuis 2010, mais ça a été dit, 25 000 suppressions d'emplois, donc au départ effectivement sur des gains de productivité, mais depuis de nombreuses années complètement décorrélés de gains de productivité. Et donc effectivement, nous considérons qu'il est temps d'arrêter cette hémorragie, parce qu'effectivement la DGFiP, c'est du contrôle fiscal, mais c'est aussi du soutien à la réception des plus précaires en rupture administrative et numérique. C'est aussi les missions immobilières afin de ne pas bloquer le secteur. Et l'on sait que dans les services de publicité foncière, le retard peut être de 6 à 1 an, mais également apporter un meilleur soutien aux collectivités locales que ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, pour ces raisons, nous voterons contre les crédits de cette mission. On passe au vote des crédits de la mission gestion des finances publiques. Qui est pour ? Qui est contre? Ils sont adoptés. On passe à l'examen des amendements étagés. Je pense que 2021, c'est... OK. 1148, M. Bompard. Pardon. Ou qui veut, hein. Défendu. Non, si. Non. Monsieur Guiraud. Oui, encore une fois, hein, c'est sur les effectifs au sein des services de contrôle de la DGFiP. Je crois qu'il a déjà été rappelé à quel point ils sont en train de fondre depuis 10 ans, hein, une baisse d'environ un tiers des effectifs depuis 10 ans. Je rappelle à nos collègues qui nous parlent de la fraude sociale, on est parfaitement pour lutter contre la fraude sociale, hein, notamment la fraude aux cotisations sociales. Il n'y a vraiment aucun problème, on est totalement pour mener ce travail avec vous. Je vous rappelle que de nombreuses entreprises sous-déclarent et que par ailleurs, il y a un secteur, notamment celui des micro-entreprises, qui effectivement pose un gros problème en termes de cotisation. Mais peut-être qu'il faut se demander pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a tellement dérégulé le marché du travail qu'on arrive sur des secteurs de micro-entreprises comme Uber ou Deliveroo, où effectivement les gens ne savent pas forcément faire une déclaration URSSAF. On est tout à fait prêt à vous aider à progresser là-dessus. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. On met dans la balance notamment le fait de régulariser le secteur et de donner un contrat de travail et des missions et des méthodes claires pour tous les salariés de ce pays. Donc si vous y êtes prêts, pas de problème. Hein. Merci. Madame, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Non, mais l'amendement, encore une fois, je pense qu'il confond deux choses. Il confond les encaissements du contrôle et les résultats du contrôle. Et je rappelle qu'on peut avoir des années au cours desquelles on a des encaissements qui sont supérieurs, précisément parce qu'on a des gros dossiers. Et donc la bonne mesure pour comprendre l'évolution des contrôles, ce sont les droits notifiés et non pas les droits recouvrés. Et de ce point de vue, Monsieur Bompard, je suis navré, mais les chiffres sont assez têtus. Ils figurent dans les rapports annuels de la DGFiP. Droits notifiés en 2017, 13,9 milliards d'euros. Droits notifiés en 2021, 13,3 milliards d'euros. Merci. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. On passe à la mission suivante. Examen de la mission transformation fonction publique et mission crédit non réparti. J'appelle Madame Sophie Errante à me rejoindre. Merci, monsieur et madame les rapporteurs. Sophie Errante, pour 5 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Après l'adoption de réformes importantes pour la fonction publique sous la législature précédente, avec notamment la loi ESSOC en 2018 et la loi de transformation de la fonction publique en 2019, j'ai voulu, en tant que rapporteur spécial, faire un état des lieux de leur application, mais aussi aller à la rencontre des agents publics dans leur diversité afin d'écouter leurs besoins et leurs propositions. J'ai donc réalisé un nombre important d'auditions. La mission budgétaire dont je suis la rapporteure a pour objectif de mettre en œuvre la transformation de la fonction publique, c'est-à-dire de rendre la fonction publique plus efficiente, plus proche de nos concitoyens et de participer ainsi à améliorer la qualité de service, mais la qualité de vie au travail des agents également.
Cette mission concentre en réalité des crédits peu élevés au regard de l'ensemble des dépenses de personnel de la fonction publique, qui représentent au total un tiers des dépenses nettes du budget général de l'État. Toutefois, elle porte des crédits destinés à accompagner la transformation de l'État et de ses opérateurs. Elle concentre donc à ce titre, et elle concerne à ce titre potentiellement 2,5 millions d'agents de l'État, voire même 5,6 millions d'agents publics, avec la diffusion des dispositifs à l'ensemble de la fonction publique. Je tiens à souligner que ce budget 2023 marque un soutien résolu et une réelle ambition en faveur de la fonction publique. La mission Transformation et fonction publique voit ainsi ses autorisations d'engagement augmenter de 79% pour atteindre plus de 800 millions d'euros, tandis que ses crédits de paiement atteignent près de 1 150 millions d'euros, en hausse de 44%. La croissance de ces crédits s'explique avant tout par la mise en œuvre d'un plan de résilience afin d'améliorer la performance environnementale du parc immobilier de l'État et de ses opérateurs, ainsi que par la proposition d'un nouveau schéma triennal de 330 millions d'euros sur la période 2023-2025 pour le Fonds de la transformation de l'action publique. Ce budget 2023 doit, à mon sens, servir 3 exigences. Tout d'abord, renforcer l'attractivité de la fonction publique, notamment au travers de l'attention portée au cadre de travail des agents publics et de la valorisation de la marque employeur de l'État. Ce chantier vise à poursuivre la mise en œuvre de la réforme de la haute fonction publique et à la prolonger, en engageant des transformations managériales dans l'ensemble de la fonction publique et en amorçant la réforme des parcours de carrière et des rémunérations des agents. La formation initiale et tout au long de la carrière, ce sont des axes primordiaux. Ces travaux doivent être nourris par le dialogue social exigeant et de qualité. Et je rappelle que les élections professionnelles se tiendront du 1er au 8 décembre prochain. Le sujet de l'action sociale également est un élément majeur. La santé et la prévoyance sont en cours de négociation en ce moment. Deuxièmement, développer l'accessibilité du service public pour nos citoyens, permettre à l'ensemble de nos citoyens d'y accéder dans tous les territoires. Cet objectif passe par la consolidation du réseau France Service afin de garantir un maillage du service public permettant d'accompagner les usagers partout sur le territoire, mais aussi par la simplification des moments de vie des usagers et des démarches administratives les plus complexes. Les enjeux tels que le versement à la source, corollaire nécessaire du prélèvement à la source, doivent être des enjeux structurants de notre ambition d'accès aux services publics et d'accès aux droits. Enfin, il est nécessaire d'adapter l'administration aux grandes transitions actuelles, écologiques, numériques, démographiques et des modes de vie. Les travaux d'adaptation de la fonction publique aux évolutions de la société, en particulier de l'égalité femmes-hommes, de l'inclusion, de la diversité, de l'engagement citoyen, sont également au cœur des enjeux des transformations à venir. Ainsi, mes chers collègues, nous avons plus que jamais besoin, dans le contexte actuel, d'un service public fort et de qualité, en capacité d'accepter et de s'adapter aux nouvelles exigences d'accompagnement de ses propres acteurs à travers les enjeux d'adaptabilité aux nouvelles approches managériales, moins cloisonnées pour répondre à des demandes de besoins de plus en plus complexes. C'est précisément ce que proposent les crédits de la mission Transformation et fonction publique, dont je soutiendrai l'adoption. Enfin, j'ajouterai un mot rapide au sujet de la mission Crédits non répartis, dont je suis également rapporteur et qui représente une partie de notre politique de résilience. En effet, le montant élevé de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles, en hausse de 1 650 millions d'euros en actes d'engagement par rapport à la loi de finances pour 2022, me semble justifié au regard du contexte international susceptible d'affecter la vie socio-économique du pays. J'émets ainsi un avis favorable à l'adoption de ces crédits qui nous permettront d'adopter une première réponse aux aléas en cours de gestion. Mon rapport n'étant pas encore finalisé, je prendrai bien évidemment toutes vos remarques et pourrai y apporter des réponses lors de sa parution. J'ai bien entendu M. Sansu et Mme Arrigui sur France Service et sur l'adaptation du patrimoine immobilier de l'État. Mon audition de la direction immobilière de l'État a été très instructive à ce sujet et je vous donne rendez-vous lors du printemps de l'évaluation. Peut-être, Monsieur le Président, vous nous en préciserez les tenants et les aboutissants pour qu'on puisse se retrouver à ce moment-là. Je vous invite donc à voter ces crédits. Merci pour votre attention. Merci, Madame Héron. 410, est-ce que Mme Lemoine le défend? Je crois que vous êtes la seule signataire présente. D'accord. Madame la rapporteure.
Écoutez, je partage avec vous la nécessité d'accélérer la rénovation énergétique. À ce titre, comme vous le soulignez dans votre exposé, le gouvernement a décidé d'engager une enveloppe de 150 millions d'euros supplémentaires. L'audition du directeur de la DIE que j'ai réalisée dans le cadre de mon rapport spécial m'a permis de constater que ce premier budget en faveur de la rénovation était déjà significatif. Aussi, je vous propose de retirer votre amendement et de le redéposer en séance si vous souhaitez interroger le gouvernement. J'y mets un avis défavorable. Pardon. Il est retiré. Merci. 1139, M. Bompard. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous proposons de mettre un terme à la précarisation et au recul de la fonction publique au profit du privé. La contractualisation n'est pas le seul fléau qui frappe la fonction publique. L'État dépense aujourd'hui 160 milliards d'euros par an dans l'externalisation, sapant ainsi la capacité de la puissance publique non seulement à agir, mais aussi à assurer la qualité de ses services, comme le souligne par exemple le collectif Nos services publics. Le gouvernement prétend cette année créer des postes dans le projet de loi de finances, mais prévoit dans la loi de programmation des finances publiques qu'il n'y ait pas un fonctionnaire de plus en 2027 qu'en 2022, alors que la population et les besoins vont largement s'accroître. Cet amendement vise donc à prélever 190 millions d'euros d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement de l'action 1, Fonds pour la transformation de l'action publique, du programme 349, Transformation de l'action publique, pour augmenter le nouveau programme Fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines. Merci. Madame le rapporteur. Oui, alors mon cher collègue, au regard de son exposé sommaire, votre amendement concerne plusieurs sujets. Le recours à l'externalisation dans la fonction publique, le nombre de fonctionnaires ou encore la qualité du service public. Or, aucun de ces sujets ne concerne directement les crédits de la mission Transformation et fonction publique. En outre, le fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines porté par le programme 148 en 2022 a été supprimé par le PLF 2023. Je ne suis pas favorable à cet amendement pour ces raisons-là. Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. On passe maintenant aux explications de vote sur les missions. Groupe Renaissance, qui prend la parole? Nadia. Oui, Monsieur le Président, le groupe Renaissance votera évidemment les crédits accordés à cette mission pour les raisons qu'a évoquées Madame la rapporteure, pour cette hausse de 350 millions d'euros qui devrait permettre la transformation de nos services publics, de la fonction publique, pour la rendre beaucoup plus efficiente, pour la rendre beaucoup plus proche de nos concitoyens, et également améliorer les conditions à la fois de travail de nos fonctionnaires et également les conditions d'accueil de nos concitoyens pour, là aussi, leur donner la qualité de service auquel ils ont droit. Donc nous voterons ces crédits. Merci. Monsieur Lotio, pour le Rassemblement national. Oui, on a un problème avec cette mission, en fait, le contenu même de cette mission qui nous semble un peu fait de bric et de broc. C'est-à-dire qu'on a des crédits pour les écoles de la fonction publique, on a des crédits RH, on a des crédits pour les bâtiments. Hier, on examinait le problème d'immobilier de l'État, et finalement, on se rend compte que la plupart des crédits sont ici. On a des crédits pour le numérique. Enfin, tout ça est un peu fait de bric et de broc. Alors, on rattache ça à la transformation de la fonction publique, qui va un peu tout dire et rien dire. Hein. On peut les faire dire ce qu'on veut à ce concept. Et donc, on voit bien qu'il y a une idée derrière, mais ça nous paraît complètement éclaté. Et on pense qu'il faudrait peut-être reconsidérer un petit peu le périmètre de cette mission, qui nous paraît un peu obscur, un peu éclaté. On mélange un peu, comme on disait quand j'étais petit, des choux et des carottes. Donc, on s'abstiendra sur cette mission. Merci. Pour France Insoumise, qui prend la parole, Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes bien évidemment défavorables au vote de ces crédits pour une raison simple, c'est que, comme j'ai essayé de le présenter dans l'amendement précédent, bien évidemment que des politiques d'évolution et de transformation de la fonction publique sur certains aspects peuvent être nécessaires, mais on voit bien la tendance lourde qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire petit à petit de substituer à l'accueil par du personnel humain des moyens techniques, une numérisation, et la fonction de transformation publique est davantage aujourd'hui une start-upisation qui se fait généralement au détriment de la qualité des services fournis aux usagers. Donc à partir de ce moment-là, et c'était l'objectif de l'amendement qu'on a proposé tout à l'heure, il nous semble difficile de voter ces crédits. Pour les Républicains, Mme Dalloz. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'éprouve quelques difficultés
à retrouver le périmètre précis de la mission. Je dois dire que je suis un peu perdue, d'autant que, moi, j'ai rapporté, pas plus tard que ce matin, la Dièse, qui est un nouvel opérateur, qui est doté de 13 nouveaux équivalents temps plein pour 2023 et qui en aura 12 nouveaux en 2024, qui normalement était chargé au niveau interministériel d'organiser la fonction publique. Donc j'ai un peu de difficulté à comprendre, et d'autant plus qu'on rajoute 39 équivalents temps plein sur cette mission. Donc si on avait fait le calcul depuis le début de tous les équivalents temps plein, depuis le début des missions, ça serait assez impressionnant quand on demande aux collectivités d'être restrictives dans leur recrutement. Et puis le sujet qui me gêne, c'est les opérateurs au niveau région, c'est-à-dire au niveau des institutions régionaux d'administration, les IRA. Je découvre un peu l'organisme. Je voudrais bien savoir comment il est opérationnel et quelle efficacité il a sur le territoire. Donc pour ces raisons, on s'abstiendra. Merci, Mme Dalloz. Pour le groupe démocrate, M. Laquilap. Oui, merci, Monsieur le Président. La mission transformation et fonction publique est une mission transversale, alors que l'essentiel des politiques relatives à la fonction publique est porté par les différentes missions. Toutefois, quelques points peuvent être soulevés. Premièrement, nous continuons à moderniser la politique RH de l'État, en particulier s'agissant des cadres de l'État, en essayant de remanier les modes de recrutement afin de recruter plus de profils atypiques. Deuxièmement, le fonds de transformation de l'action publique est doté d'une nouvelle capacité d'engagement de 330 millions en autorisation d'engagement sur la période 2023-2025. Enfin, le fonds pour la transformation de l'action publique a pour objectif d'accélérer les projets de transformation publique, comme par exemple la généralisation de la facturation électronique dont on a parlé tout à l'heure, ou le nouveau système de détection des phénomènes météorologiques de Météo France basé sur la machine learning. Nous voterons pour ces crédits. Merci. Pour le groupe socialiste, Mme Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis bien ennuyée parce que mon collègue qui donc a suivi cette mission n'est pas revenu de séance, mais il avait prévu une abstention motivée. Je me contenterai de l'abstention. Pour le groupe, ça fait un mot en moins. Pour le groupe Horizon, Mme Magnier. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure. Le groupe Horizon et Apparentés, évidemment, se félicite de la poursuite du plan de rénovation des cités administratives avec un investissement important qui permettra la livraison des cités administratives entre 2023 et 2024. Et je pose ça ici. J'aimerais qu'on ait une attention toute particulière sur le patrimoine immobilier universitaire de notre pays, qui représente quand même le deuxième foncier d'État sur notre territoire national. Et je crois qu'il est urgent, effectivement, d'accompagner aussi la transformation de notre patrimoine universitaire, puisque 150 millions d'euros viendront effectivement abonder le financement de la réduction à la dépendance des énergies fossiles et améliorer la performance environnementale du parc immobilier de l'État. Mais il faut que l'on ait une vision un tout petit peu plus large que ça, à mon sens. Pour autant, nous voterons évidemment les crédits de cette mission. Madame Arrigui, pour le groupe écologiste. Oui, alors l'intérêt de cette mission, c'est que justement, elle est constituée de 5 programmes. On peut piocher ce sur quoi on veut parler. Donc moi, je vais vous parler du rôle des conseillers numériques France Service, qui est relatif à l'innovation et transformation numérique, pour souligner effectivement que c'est un rôle déterminant, mais que ce programme France Service est en réalité essentiellement à la charge des porteurs de projets que sont les collectivités. En 2020, le coût moyen d'une maison France Service était environ 110 000 €. En décomptant le forfait de 30 000 €, le reste à payer à charge pour les porteurs de projets, donc de 80 000 €. Et donc, à ce titre-là, nous appelons au rehaussement du forfait de financement afin de réduire le reste à charge des collectivités territoriales qui ont bien d'autres dépenses à faire que de prendre en charge, sans compensation, les missions qui étaient exercées par l'État. Et comme il me reste 30 secondes, je donnerai une information concernant la relation de confiance en 2021, mais il me tarde d'avoir les chiffres de 2022. 43 partenariats ont été signés depuis 2019 au bénéfice de 39 groupes représentant 2400 sociétés sur les 300 000 en France. Et donc, effectivement, c'est significatif. Merci. Merci. C'est vrai que c'est une mission, on a l'impression que c'est les programmes qu'on ne sait pas où mettre ailleurs, un peu de temps en temps. C'était un peu la réflexion que je me faisais. Qui est une réflexion très transpartisane, pour le coup. Je mets au voie les crédits de la mission Transformation et Fonction publique, qui est pour.
Qui est contre? C'est adopté. On passe aux articles 30 étagés. Je pense que c'est pareil, l'amendement du Rassemblement national, toujours. Monsieur Bompard, 1145. Merci, Monsieur le Président. Je vais être extrêmement court. Par cet amendement, nous proposons que la pertinence des dépenses engagées dans le cadre de cette fameuse mission transformation et fonction publique soit évaluée au regard de leur capacité à rétablir la qualité du service public plutôt qu'au regard d'objectifs et d'indicateurs absurdes tels que, je cite, ouvrez les guillemets, la diffusion de l'approche start-up d'État, fermez les guillemets. Madame la rapporteure. Alors, mon cher collègue, les objectifs indicateurs que vous portez dans votre amendement dépassent largement le champ d'action de la Direction interministérielle du numérique, donc la DINUM, en charge du budget du programme 352. Vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif de la maquette de performance d'un programme budgétaire est de permettre d'évaluer les résultats obtenus par les administrations au regard des missions qui leur sont assignées. Les éléments de la maquette de performance que vous modifiez par votre amendement sont utiles à l'évaluation de l'activité de la DINUM, mais il ne me semble pas pertinent de priver les parlementaires de ces informations. J'émets donc un avis défavorable à votre amendement. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Après l'article 46, amendement additionnel, 1004 de Mme Givernet, à qui je souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Certains territoires, comme le Genevois français, département de l'Ain ou de la Haute-Savoie, souffrent de la cherté de la vie. C'est une caractéristique qui rend peu attractif le territoire pour la fonction publique. Et ce territoire n'est à ce jour pas reconnu. D'ailleurs, les travaux de la conférence sur les perspectives salariales dans la fonction publique le reconnaissent largement. Cet amendement vise à actualiser tous les 5 ans la détermination des zones territoriales éligibles à l'indemnité de résidence en fonction du pouvoir d'achat pour venir en soutien du paiement du montant du loyer. Je vous remercie. Merci, Mme la rapporteure. Oui, ma chère collègue, je vous rejoins sur la nécessité d'actualiser les zones territoriales éligibles à l'indemnité de résidence, le dernier classement des communes ayant été effectué dans une circulaire du 12 mars 2001. Toutefois, la rédaction de votre amendement pourrait être améliorée et il conviendrait notamment de mentionner le recours à un décret pour procéder à l'actualisation des zones et à la détermination de nouveaux critères en lien avec le pouvoir d'achat. À ce stade, je vous suggère de retirer votre amendement et de le retravailler en vue de la séance. Je vous remercie, je retire et je prends bien bonne note de vos recommandations. Merci. OK, on va passer maintenant au crédit non réparti. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. On passe. Est-ce que l'amendement 28, il y a quelqu'un qui le défend? Madame Il est défendu, Monsieur le Président. D'accord, merci. Madame la rapporteure. Défavorable. Bien, on a. Qui est pour? Pardon. Merci, Madame. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Alors, je répète, qui est pour l'amendement de Madame Magnier? 10. Oui, ça c'est à chaque fois. Qui est contre? C'est un avec paf devient ça. Monsieur le Président, si vous me le permettez, je ne comprends juste pas pourquoi il est là, cet amendement. C'était un amendement Ségur, pour vous dire de quoi il s'agit. C'est un amendement pour finaliser le Ségur, mais je ne sais pas pourquoi il est là. Non, je ne le retire pas, ce n'est pas le mien. Bon. Il est retiré? Bon, donc de toute façon, il est 10. Les contre, merci. Bien, on a terminé avec l'examen des missions budgétaires et des articles rattachés. Juste pour petite information, on a mis 40 heures en 11 séances sur 8 jours. Ça, c'était l'an dernier, pardon. Non, cette année. Pour examiner les crédits en commission, ça fait 930 amendements examinés, 23,25 amendements à l'heure. La dernière fois, c'était en 24h30, soit sur 4 jours, on avait examiné 531 amendements, soit 21,67 à l'heure. On a été un peu plus productifs. Nous nous retrouvons. On vous la. Oui, mais je la donnerai, mais je l'ai pas là, je la donnerai. Oui, sans aucun problème. Nous nous retrouvons en commission mercredi prochain, 2 novembre, pour examiner les articles non rattachés, également pour auditionner les ministres au projet de loi de finances rectificative. Enfin, on ne sait pas encore pour le ministre, on a encore un problème d'heure.
de fin de gestion qui sera présenté en Conseil des ministres ce même 2 novembre, avant d'être examiné en commission samedi 5 novembre, puis en séance publique lundi 7 novembre. Chers collègues, je vous remercie. Oui, mais je précise qu'on avait demandé avec le rapporteur d'inverser les calendriers, parce que le gouvernement...